Bonjour, bonjour, Forex Excellence. Bienvenue dans cette nouvelle séance de formation. Cette séance va porter sur les indicateurs techniques. Nous allons dire un mot sur les indicateurs techniques. Un petit résumé de ce que nous avons vu précédemment. Nous avons vu au début les configurations en chandelier japonais de retournement à la hausse comme à la baisse. Nous avons vu entre autres quatre. Je vous ai dit que dans cette formation, nous allons nous focaliser sur des notions essentielles et non sur une culture générale avec des notions que vous n'allez pas forcément utiliser. Nous allons nous sommes focalisés sur quatre configurations en chandelier japonais, lesquelles sont l'avalement, le harami, les étoiles et le bébé abandonné. Et nous avons vu que nous avons l'avalement haussier comme baissier, nous avons le harami haussier et baissier, et on a une variante du harami qu'on appelle le harami en croix, haussier comme baissier, et nous avons le bébé abandonné haussier comme baissier, et nous avons l'étoile du matin, qui est l'étoile dans une tendance baissière qui annonce un retournement à la hausse, et nous avons l'étoile du soir, qui est une étoile qui apparaît dans une tendance haussière et qui annonce un retournement à la baisse. Nous avons aussi vu les figures graphiques euh, de retournement et nous avons vu entre autres les figures de continuation et les figures de retournement. Nous avons dit que, à part le fait que les chandeliers japonais eux-mêmes forment des configurations de deux ou trois bougies, mais le prix aussi, dans sa façon de bouger, crée des figures graphiques et que les analyses techniques ont constaté que ces figures, elles sont annonciatrices de retournement. Et ces figures, nous avons des figures de retournement, nous avons aussi des figures de continuation. C'est-à-dire que quand nous voyons cette figure de continuation se produire, nous savons que le mouvement n'est pas en train de se retourner, même si elle semble se retourner, c'est une figure de continuation, donc je peux rester en position sereinement. Parmi ces figures de retournement, nous avons vu le double bottom, qu'on appelle W simplement. Nous avons vu le double top, qu'on appelle M. Nous avons vu épaule tête épaule, normal et inversé. Et pour les figures de continuation, nous avons vu les drapeaux et nous avons vu les triangles. Aujourd'hui, nous allons dire un mot sur les indicateurs techniques et après, nous allons aller voir toutes ces notions sur notre plateforme de trading. Donc, pour l'analyse technique, les prix sont essentiellement influencés par les facteurs psychologiques, c'est-à-dire que ce que font les traders sur les marchés avec l'argent, avec les devises. Cette méthode se fonde sur le postulat selon lequel, sur les marchés boursiers, les émotions passent d'un excès à un autre, de la cupidité à la peur, de l'espoir au désespoir. Les indicateurs techniques nous permettent, en fin de compte, de mesurer ces excès émotionnels, notamment en mesurant la vitesse des mouvements, donc à repérer les retournements de marché grâce au concept de divergence baissière et haussière, de situer les excès du marché à la hausse comme à la baisse grâce aux bornes de surachat et de survente. Nous allons voir ça tout à l'heure. Repérer la tendance en cours à travers des indicateurs de suivi de tendance comme le MACD, les moyennes mobiles, mais aussi d'autres indicateurs qu'on appelle contracycliques. Nous n'allons pas aller voir dans tous ces indicateurs parce que c'est nettement pas important. Okay, nous allons nous focaliser sur des indicateurs précis et qui vont fonctionner à merveille avec la stratégie que nous allons apprendre dans la suite. Dans cette partie, nous attacherons à montrer que comment les indicateurs techniques peuvent aider l'investisseur à repérer le consensus dominant et donc la tendance en cours et à anticiper les retournements majeurs grâce aux notions de divergence haussière et baissière. Donc, premièrement, nous avons un premier type euh, d'indicateurs qu'on appelle les indicateurs de survente et surachat ou encore oscillateurs. Il y en a un grand nombre de ces indicateurs qu'on appelle des oscillateurs. Le plus célèbre sont, les plus célèbres sont le RSI et le stochastique. Okay, c'est les plus utilisés. Donc, certains indicateurs comme le RSI, qu'on appelle Relative Strength Index RSI, sont bornés entre 0 et 100.
Et ces indicateurs bornés offrent l'avantage de révéler clairement les tensions existantes sur les marchés grâce à leur zone de survente et de surachat. Et nous avons vu que, nous voyons que sur cette image ici, c'est l'exemple, j'ai pris la capture de l'indicateur RSI. Et nous avons vu que ces indicateurs sont bornés entre 0 et 100. Donc, cette courbe en bleu ne dépassera jamais le 100 ou n'ira jamais en dessous de 0. De toute façon, le prix n'atteindra jamais 0 ou 100. Ça va toujours osciller entre 0 et 100. C'est un intervalle précis. Et nous avons vu que nous avons l'avantage d'apprécier la tension du marché de par la zone de surachat et de survente. C'est quoi la zone de surachat? La zone de surachat, c'est lorsque le prix dépasse les 70. Donc, vous allez voir que ça, cette courbe-là, lorsqu'elle va évoluer et casser cette zone de 70, on va dire que le prix devient suracheté, OK? Parce qu'il se trouve dans la zone de surachat. La zone de surachat est comprise entre 70 et 100. C'est ça qu'on appelle zone de surachat. Et si le prix évolue à la baisse et casse la zone des 30, donc si le prix se trouve entre 30 et 0 ou entre 0 et 30, c'est plus entre 30 et 0, on dira que le prix est survendu. D'accord? Donc, lorsque le prix atteint ces niveaux, l'indication que ça nous donne, c'est qu'il y a une forte tension qui se passe à ce niveau de surachat, c'est-à-dire que le prix est trop monté à la hausse, alors que nous savons que le prix monte en escalier et ne peut jamais faire en fait une longue séance sans consolider. Donc, quand le prix atteint ce niveau de survente ou de surachat, cela veut dire que le prix est tellement monté sans se reposer que c'est devenu un peu intense sur les marchés. Donc, il est peut-être susceptible qu'une consolidation va se produire ou un retournement. D'accord? Donc, la survente et les zones de survente et de surachat, ça nous indique simplement que le prix est tellement trop monté dans le cas de la zone de survente et de surachat, ou le prix est trop descendu dans le cas de la vente et de la zone de survente. Et quand le prix est trop monté et trop descendu, ça veut vouloir deux choses. Soit il va y avoir une consolidation, ça c'est dans le cas de drapeau, ok, pour nous annoncer un drapeau pour que la tendance continue bien après. Soit ça nous annonce une correction, c'est-à-dire un petit mouvement contraire à la tendance en cours et le mouvement va continuer à la hausse, soit ça nous annonce un retournement. Donc, vous voyez que la zone de survente et de surachat ne nous dit pas clairement que le marché va se retourner, mais il nous donne trois indications précises que je vais reprendre, c'est-à-dire que si le mouvement était en train de monter et que l'indicateur nous indique que le mouvement atteint la zone de surachat, ça veut dire soit le mouvement va faire un drapeau, d'accord? Nous avons vu le drapeau, ça ressemble un peu à ceci, et continuer à la hausse, parce qu'il y a eu tellement une tension d'achat ici, au niveau des acheteurs, que le prix est obligé de corriger un peu avant de continuer. Donc, on a un drapeau, ou même un triangle. Hein. Il peut se passer qu'il y ait un triangle à ce niveau avant de continuer. Ou soit, nous allons avoir un mouvement de correction, okay, avant de continuer à la hausse. Ça aussi, c'est toujours au niveau de la zone de surachat. Soit il va avoir un mouvement, et nous allons avoir une figure de retournement de tendance. Donc voilà les trois choses qui nous permettent de faire l'usage de l'indicateur technique avec les zones de surachat et de survente. Un autre indicateur très célèbre, ça s'appelle le stochastique. Le stochastique, c'est un peu comme le RSI, sauf que lui, ses bornes sont un peu plus sont différents clairement, parce que on va dire que le prix est suracheté lorsque le prix va dépasser la zone des 80. Lorsque le prix monte, il dépasse la zone de 80,
C'est ça la zone de surachat du stochastique. Dans la zone de surachat du stochastique est comprise entre 80 et 100. Et la zone de survente est comprise entre 20 et 0. Donc, et le stochastique a encore un deuxième élément qui est très intéressant, c'est que lui, il a deux lignes qui s'entrecroisent, OK? Donc, si le mouvement est monté, et que on atteint la zone de surachat, par exemple, c'est-à-dire qu'il y a une tension forte du fait que le marché est trop monté sans corriger. Donc, donc, je vous ai dit que quand le prix atteint cette zone de surachat ou de survente, elle nous dit trois choses. Soit il y aura une consolidation en drapeau, soit il y aura un mouvement de correction, soit il y aura quoi? Un retournement. Donc, quand nous atteignons ce mouvement-là, nous attendons à quoi? À une consolidation, par exemple, ou à un mouvement de correction. Si c'est un mouvement de correction que nous attendons, donc le stochastique va monter, atteindre cette zone et nous avons atteint la zone de surachat. Le mouvement se retourne. Lorsque le mouvement se retourne et vient casser, c'est-à-dire que quand cette ligne en pointillé rouge est en dessous de cette ligne, c'est-à-dire qu'on est en train de monter, et quand cette ligne rouge passe au-dessus de la zone de la ligne bleue, c'est-à-dire qu'on est en train de descendre. Donc, lorsque le mouvement passe et casse la ligne rouge et passe en dessous de la ligne, on peut dire qu'il y aura soit un retournement, soit un mouvement de correction. D'accord? Donc, comme je l'ai dit, un indicateur technique au niveau dans la zone de surachat et de survente ne nous dit en rien que que le marché va se retourner. Tout ce que le marché nous dit, c'est que le mouvement est trop monté sans corriger. Maintenant, par rapport à ce que font le prix, c'est-à-dire que est-ce que le prix présente une configuration en chandelier japonais de retournement? Est-ce que le marché présente une figure graphique de retournement? Tout cela, on voit ça lorsque le marché est suracheté parce qu'on est dans une zone de tension qui peut aussi anticiper un retournement. Donc, nous ne nous focalisons pas seulement par le fait que le mouvement a atteint cette zone de surachat ou de survente pour dire que, OK, comme ça atteint, ça va se retourner. Non. C'est une indication. Nous allons euh, ajouter à cette indication les figures graphiques. Nous allons ajouter à cette indication les configurations en chandelier japonais. Nous allons aussi ajouter à cette indication la notion de support et de résistance. Parce que si le marché est suracheté, par exemple, et que le prix a atteint une zone de résistance, on peut se dire, OK, le prix a atteint la zone de résistance et le marché est suracheté. Donc, je peux dire qu'est-ce qui se passe au niveau de cette résistance. Quelle est la figure graphique qui se passe au niveau de cette résistance? Peut-être que c'est épaule, tête, épaule. Peut-être que c'est un double top. OK? Et je vais voir en plus quelle est la configuration en chandelier japonais au niveau du deuxième pied, si c'est un double top, par exemple, ou ce que je vous ai dit, pour appeler ça simplement, il suffit juste de dire un M. Donc, le mouvement a atteint, par exemple, une résistance et le prix vient taper dessus comme ça. OK? Je me dis que c'est un double top au niveau d'une résistance et je vais vérifier quelle est la configuration en chandelier japonais qui s'est formée au niveau du deuxième pied. Donc, j'ai presque 4 indications qui peuvent m'aider à décider d'une position. La première indication, c'est que je constate que mon indicateur, il est suracheté, c'est-à-dire qu'il est dans la zone, si c'est le stochastique que j'utilise, il est dans la zone de 80-100, première indication, c'est-à-dire que le marché est déjà trop monté. Ça, c'est une belle indication. Ma tendance, elle est haussière, OK? Et puis, elle vient buter contre une résistance, par exemple. OK? Elle atteint une résistance. Deuxième indication, parce que je sais que si la résistance a été touchée au moins 3 fois, OK, dans le passé, si le prix vient buter, c'est susceptible que le prix se retourne à la baisse. D'accord? Et troisième indication, c'est que quelle est la figure graphique de retournement qui s'est produite
au niveau de ce contact avec la zone de support ou de résistance. Est-ce un double top, un double bottom et tête-épaule, ainsi de suite. Et quatrième indication, c'est que quelle est la figure graphique et quelle est la configuration en chandelier japonais de retournement qui s'est formée au niveau de ce deuxième pied du M qui s'est formé au niveau de la résistance. Donc, nous avons là 4 éléments déjà qui nous permettent de décider si notre mouvement va se retourner ou pas. Et en trading, il faut toujours au moins 3 éléments qui peuvent t'aider à décider est-ce que le marché va faire tel mouvement ou tel mouvement. Donc, nous avons les configurations en chandelier japonais, nous avons les figures graphiques, nous avons la zone de support et de résistance, et là maintenant nous avons la notion d'indicateur technique. Un dernier élément sur les indicateurs techniques oscillateurs est que la zone de surachat ou de survente, comme je vous l'ai dit, n'annonce rien, n'annonce pas un retournement. Pourquoi? Parce que il peut arriver que le prix puisse jouer dans cette zone-là pendant une longue période de temps. C'est pas forcément que le prix va se retourner comme ça et puis repartir à la hausse. Le prix peut être dans cette zone-là et jouer là pendant un long moment. Donc, si vous avez anticipé un retournement, vous allez être perdant pendant un long moment, peut-être même avant que votre compte soit cramé. Donc, voilà pourquoi je vous ai dit qu'il ne faut pas anticiper les mouvements seulement en vous basant sur ce que vous dit un indicateur technique. Et une information ou bien une chose qui est très intéressante, on appelle ça indicateur. Ça vous aide seulement à vous indiquer un consensus, vous indiquer une tension. On ne vous dit pas de décider sur le fait de ce qu'il fait. Il vous indique juste, il vous donne une indication, il vous donne une information. Et la dernière notion que nous allons voir au sujet des indicateurs techniques, c'est ce qu'on appelle la zone de neutralité. La zone de neutralité ou équilibre du marché, c'est cette zone de 50 sur les indicateurs techniques. Cette zone de 50 ans, on appelle ça la zone d'équilibre du marché ou la zone de neutralité. Parce que quand le prix atteint ce niveau, le prix est en zone neutre. On ne sait pas s'il est haussier ou baissier. Et ce niveau aussi est un séparateur. C'est-à-dire que si le prix évolue au-dessus de la zone de 50, on peut dire que la tendance est haussière. Et si le prix évolue en dessous de la zone de 50, la tendance est baissière. Donc, lorsque le mouvement est en tendance baissière, on va souvent confirmer que la tendance elle est devenue réellement baissière lorsque le prix va casser la zone de neutralité. Donc, je prends un exemple. Si le prix monte, 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 et qu'il fait par exemple un double top à ce niveau, ok, on a un M, une configuration en chandelier japonais ici, la ligne de cours, rappelez-vous toujours la ligne de cours, si ça casse la ligne de cours et reteste ici, ok, et que le prix était en train d'évoluer à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il vient comme ça, il touche la ligne de surachat, et puis il se retourne, il descend, il casse la zone de 50, et dès qu'il casse la zone de 50, et si ça correspond avec ce pullback-là, je peux clairement dire que mon mouvement a changé de consensus et que le mouvement va continuer à évoluer en dessous de la zone de neutralité, c'est-à-dire en tendance baissière. Donc, la zone de neutralité nous permet de nous donner une indication, c'est-à-dire que nous pouvons voir une tendance en cours en nous basant sur l'indicateur technique. Pareil pour le stochastique. Le stochastique aussi a sa zone de neutralité, qui est cette zone de 50. Donc, cette zone de 50 va nous aider, si le prix évolue en haut, à dire que la tendance est haussière, et si le prix évolue en bas, à dire que la tendance est baissière.
Et une dernière information au sujet de cette ligne, au niveau de cette zone de neutralité, c'est que cette zone de neutralité, dans une tendance haussière, elle nous sert de support. Et dans une tendance baissière, elle nous sert de résistance. Je prends l'exemple ici. Lorsque le prix vient en dessous de la zone de neutralité, elle est en tendance baissière. Mais vous allez constater que les mouvements de correction, par exemple, vont être des mouvements qui vont s'arrêter. Par exemple, là, nous avons une impulsion à la baisse, le prix corrige, ça vient s'arrêter au niveau de la zone de neutralité, baisse, vient s'arrêter au niveau de la zone de neutralité, baisse, vient s'arrêter au niveau de la zone de neutralité, baisse, vient s'arrêter au niveau de la zone de neutralité, baisse, ainsi de suite. OK? Et donc, nous voyons que ici, c'est une résistance parce que le prix n'arrive pas à casser ce niveau. Et si nous sommes en hausse, ça va être un support parce que le prix va évoluer à la hausse, corriger sur la zone de neutralité, continuer à la hausse, corriger sur la zone de neutralité et ainsi de suite. Donc, si nous sommes dans une tendance haussière, pour ceux qui ne savent pas encore comment confirmer une tendance haussière, je vous conseille d'aller voir la vidéo sur tendance, support et résistance. Vous allez apprendre comment on valide une tendance haussière ou comment on dit que le marché est dans une tendance haussière ou baissière. Donc, lorsque nous sommes dans une tendance haussière et que nous sommes attentifs sur les rebonds que le prix fait sur la ligne de tendance, c'est-à-dire on est dans une tendance haussière comme celle-ci, et que le prix descend, rebondit, monte, rebondit, descend, rebondit, monte, rebondit, comme ceci, vous allez constater que, comme dans une tendance haussière, on privilégie les mouvements ou les positions à l'achat, vous allez constater que les mouvements à ce niveau-là, en bas, là, vont correspondre à un rebond du prix au niveau de l'indicateur de la zone de 50. Donc, comme la tendance est haussière, le prix va évoluer, va venir du bas, évolue au-dessus de la zone de 50, au-dessus de la zone de 50. Et tout, permettez-moi d'effacer un peu ici pour nettoyer. Donc, vous allez voir que le prix à ce niveau-là va correspondre à un rebond sur l'indicateur. Donc, le prix va venir descendre, venir rebondir sur la zone de 50, c'est-à-dire le prix monte. À ce niveau, il vient rebondir sur la zone de 50, repart à la hausse, vient rebondir sur la zone de 50 et repart à la hausse. D'accord? Donc, sur une tendance haussière, les rebonds sur la zone de neutralité sont un indicateur, par exemple, de la fin des mouvements de correction. Et on peut reprendre une position pour trader la hausse. Comme je vous l'ai dit, dans une tendance haussière, lorsque le prix corrige, atteint cette ligne de tendance qui a été validée, encore une fois, repartez dans la vidéo tendance, support et résistance pour voir comment on valide une ligne de tendance. Donc, lorsque la ligne de tendance a été validée et qu'on est sûr qu'on est bel et bien dans une tendance haussière et qu'on va commencer à privilégier les positions à la hausse, lorsque le prix atteint cette ligne de tendance ici, OK, on voit quelle est la configuration chandelier japonais qui s'est formée au niveau de cette ligne de tendance, au niveau de ce contact. On voit est-ce qu'il y a une configuration graphique, c'est-à-dire par exemple un double bottom qui se forme à ce niveau-là. Et troisièmement, on va voir est-ce que le prix est au niveau de la zone de neutralité et ça va nous donner une indication supplémentaire, c'est-à-dire que le prix évolue au-dessus de la zone de neutralité, c'est-à-dire que la tendance est haussière. Et quand il vient rebondir à ce niveau-là, ça nous donne une indication de plus pour dire que, OK, je peux prendre une position à la hausse parce que j'ai plusieurs éléments qui me permettent de penser cela. Donc, la zone de neutralité est une zone très efficace qui nous permet en fait de d'abord apprécier quelle est la tendance du marché et en plus de voir dès que le prix casse la zone des 50 que la tendance a changé. Donc, je vais vous prendre l'exemple qui est ici. Vous voyez qu'on peut même tracer une ligne de tendance sur l'indicateur technique. Et cette tendance-là, par exemple, elle est haussière.
parce que cette ligne, vous voyez que cette ligne monte. D'accord? Cette ligne monte d'ici jusqu'à ici. Et ici, nous avons une zone de neutralité. Ici, nous avons la zone de 70. Ici, nous avons la zone 30. Ici, c'est 0. Et ici, c'est 100. OK? Donc, c'est le RSI. Donc, zone de neutralité ici. Et nous voyons que la tendance, elle est haussière. Mais lorsque le prix corrige, il vient corriger au niveau de la zone de 50. D'accord? Comme je vous le dis, l'analyse technique n'est pas une science exacte. Donc, ne vous attendez pas que le prix vienne sensiblement toucher exactement et puis repartir à la hausse, exactement et puis repartir à la hausse. Non, non, non. Il faut être plus malin que ça. Le prix peut revenir toucher, mais il ne va pas être exactement au niveau de la ligne de 50. Ça va osciller un peu, mais il faut toujours être malin de comprendre que on est dans une tendance haussière. Le prix est au-dessus de la zone de neutralité. Donc, tous les rebonds ou tous les mouvements qui viennent un peu jouer au niveau de la zone de neutralité, ça constitue un rebond pour moi. Donc, comme je vous l'ai dit, je suis en tendance haussière. OK? Les plus hauts, plus haut. Les plus bas, plus haut. D'accord? Et je vais voir au niveau de ces mouvements de correction-là, comment je vais apprécier qu'un mouvement de correction est fini. Par exemple, le premier élément pour apprécier qu'un mouvement de correction est fini, c'est la ligne de tendance. Est-ce que le prix a touché la ligne de tendance du bas, du canal du bas? Ça, c'est un premier élément. Le deuxième élément, c'est quelle est la figure graphique qui s'est formée au niveau de ce rebond ou de ce contact avec la ligne de tendance. Troisième élément, c'est est-ce que l'indicateur technique qui évoluait au-dessus de la zone de neutralité est venu toucher, est revenu au niveau de cette zone de neutralité-là? Ça me fait un quatrième élément qui me permet de prendre cette position-là. Vous comprenez? Donc, voilà un peu comment on utilise cette zone de neutralité. OK? Et vous allez constater que le prix monte, monte, monte. Et par exemple, quand nous prenons cet exemple ici, par exemple, d'accord, nous avons un contact au niveau de la ligne de tendance. Nous avons une étoile du matin qui s'est formée à ce niveau et nous avons un contact au niveau de la zone de 50. Mais vous voyez que ce contact n'est pas sensiblement au niveau de la zone, au niveau de la zone de neutralité. Mais c'est un peu bas, c'est un peu cassé vers le bas. Et puis, dès que la figure là est finie, dès que la figure a fini de se former, vous voyez que la bougie verte là, elle est au-dessus de la zone de neutralité. Donc, on peut prendre une position basée sur ce contact sur la ligne de tendance et sur cette configuration en chandelier japonais qui est une configuration de retournement à la hausse. Maintenant, vous allez voir que à ce niveau-là, il y a aussi un contact je parle de ce niveau ici, il y a eu un contact sur la ligne de tendance, mais quelle est la configuration en chandelier japonais qui s'est formée ici? Aucune configuration en chandelier japonais. Et vous voyez que le prix a cassé cette ligne de tendance. Donc, on n'a pas eu une indication, bien qu'il y ait eu contact, on n'a pas eu une indication que le prix va se retourner à la hausse parce qu'il n'y a pas eu de configuration en chandelier japonais de retournement. On n'a pas eu une configuration, une figure graphique de retournement. Et en plus, donc, on ne peut pas décider, on ne peut pas dire que comme le prix a touché cette ligne de tendance, je vais entrer à la hausse parce que la tendance haussière va continuer. Non, non, non. Je ne peux pas dire cela. Donc, vous allez voir que le prix aussi vient casser cette ligne de cette zone de neutralité et vous voyez que le prix accélère à la baisse. Et le mouvement là a continué à la baisse. Donc, soyez attentifs, OK? Soyez attentifs à ce niveau, à cette zone de neutralité, parce qu'ils nous donne de belles indications sur les rebonds et la fin des mouvements de correction et la continuation à la hausse ou à la baisse pour une tendance baissière. Le dernier élément que nous allons voir concernant les indicateurs, c'est ce qu'on appelle les tendances et les divergences haussières comme baissières. C'est une notion très puissante
qui nous aide à repérer des retournements de tendance. Et c'est tellement utilisé et ça marche tellement bien que vous devriez forcément maîtriser cela si vous voulez avoir du succès en trading. La notion de divergence est très, très, très capitale. Pour faire simple, c'est quoi une divergence? Je vous ai dit ceci que lorsque le marché baisse, vous voyez que ici le marché baisse, on peut tracer une tendance baissière comme ça. L'indicateur technique est censé faire la même chose que le prix. C'est-à-dire que si le prix fait des hauts bas comme ça, ok, l'indicateur technique est aussi censé faire haut bas, ok, est censé être baissière ou évoluer en dessous de la zone de neutralité comme ici. Là, on sait qu'on est en tendance baissière. Donc, si le prix aussi fait des plus hauts, pardon, des plus hauts plus bas, vous voyez que des plus hauts sont plus bas et des plus bas plus bas, l'indicateur technique aussi doit faire ses plus bas et des plus hauts plus bas. OK? Maintenant, à quel niveau, à quel moment on dit qu'il y a divergence? C'est lorsqu'il y a contradiction entre ce que fait le prix et ce que fait l'indicateur. C'est-à-dire que le prix, par exemple ici, quand vous voyez ce plus bas et ce plus bas, il y a carrément une pente descendante. Mais quand vous arrivez ici, ok, vous constatez que le prix est en train de, l'indicateur technique dessine une pente ascendante, alors que ici c'est une pente descendante. Donc là, on peut dire clairement qu'il y a divergence. Il y a divergence entre ce que fait le prix et ce que fait l'indicateur technique. Donc souvent, quand on constate cela, on se dit, OK, là on a constaté une divergence. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie au niveau de là où nous considérons qu'il y a eu divergence. C'est-à-dire que souvent la divergence se produit avec la figure graphique du double bottom ou le double top. On va voir l'exemple du double top tout à l'heure. OK? Donc lorsque nous voyons que on est arrivé à un niveau du marché où on a comme la formation d'un double top, et quand on voit ce double top-là, on voit qu'il y a divergence, c'est-à-dire contradiction entre l'indicateur technique et le marché. D'accord? Donc, on voit comme une contradiction. Le double top que nous avons ici a un pied plus bas que l'autre. Alors que le double top qui est formé sur l'indicateur technique fait le contraire, a un pied plus haut que l'autre, mais dans un sens ascendant. Donc, lui, il monte, lui, il descend. Donc, on a un premier élément, une figure graphique de retournement. Deuxième élément, quelle est la configuration en chandelier japonais qui se forme au niveau du deuxième pied ou au niveau du deuxième point que nous considérons la divergence? Ici, nous avons un avalement haussier, par exemple. Nous avons un avalement haussier ici. D'accord? Et un dernier élément qui nous permet de dire que cette divergence, elle est confirmée, c'est quoi? C'est lorsque le prix continue de monter, casse la zone de neutralité. Dès qu'elle casse la zone de neutralité, en me donnant un double bottom, en me donnant une configuration en chandelier japonais avalement haussier, en me donnant une divergence qu'on appelle une divergence haussière, et en plus le prix vient casser cette zone de neutralité, je peux dire que finalement, beaucoup d'éléments m'indiquent que cette divergence-là est annonciatrice d'un retournement. Et vous voyez cette accélération dans le sens opposé. Okay. Donc, on va aller sur les graphiques dans la séance prochaine pour pouvoir voir comment passer de bonnes divergences, quelles sont les erreurs à éviter et comment valider des zones de divergence.
Donc là, nous avons vu la divergence baissière. Je vais repartir sur le graphique précédent qui parlait de la zone de neutralité et je vais vous montrer qu'est-ce qui a causé cette invalidation ou qu'est-ce qui a causé l'invalidation de ce contact-là. Si vous voyez ici, vous allez voir que si on trace une ligne ici, d'accord, vous allez voir que nous sommes dans un, premièrement, on constate que c'est une résistance, donc premier élément, résistance. Deuxième élément, vous voyez que c'est un double top, un M, n'est-ce pas? Deuxième élément. Troisième élément, vous voyez que cette ligne, cette ligne-là, que je viens de tracer là, elle est horizontale, alors que sur l'indicateur, elle est baissière. Et vous constatez que l'indicateur évoluait au-dessus de la zone de 50, d'accord? Donc la tendance était clairement haussière. Donc j'ai un double top, figure forte de retournement. Nous avons une résistance à ce niveau. Troisième élément, la figure qui se forme au niveau du deuxième pied là est ce qu'on appelle une étoile du soir. Donc j'ai une étoile du soir. Quatrième élément, j'ai un contact au niveau de la ligne de tendance, cette ligne de tendance là, mais qui ne me donne aucune configuration en chandelier japonais qui m'indique qu'il y aura retournement et que le mouvement va continuer à la hausse. Au contraire, ça touche cette zone en ne formant aucune configuration et par la suite, le prix casse la zone de neutralité ici. Et je vous ai montré comment on trade un double top. C'est-à-dire qu'on a ce premier contact, cette ligne de coup ici, d'accord? Cette ligne de coup, on va attendre que le prix vienne casser cette ligne de coup. Vous voyez que la cassure de cette ligne de coup correspond à la cassure de la zone de neutralité et être vigilant à la notion de pullback, peut-être que le mouvement va revenir ici. C'est-à-dire que le mouvement aussi va revenir au niveau de la zone de neutralité là et continuer une accélération à la baisse. Donc voilà un peu, quand on est sur les marchés financiers, comment être attentif à plusieurs éléments afin de pouvoir décider et ne même pas se faire avoir par les marchés financiers. Donc la zone de divergence, ça c'est une divergence baissière, c'est ça qu'on appelle divergence baissière, c'est-à-dire que c'est une divergence qui annonce la baisse, et une divergence haussière, c'est une divergence qui annonce la hausse. Donc voilà un peu quelques exemples de divergence haussière et baissière. Ici, il y a une erreur sur c'est une divergence baissière. Divergence baissière. D'accord. Vous allez voir que sur la divergence baissière, le prix peut monter. Et ici, on a le prix horizontal. Vous comprenez? Il faut qu'il y ait une contradiction. Donc ici, le prix monte. Et ici, ici le prix descend. Et ici, le prix monte. Et dès que le prix casse cette zone de neutralité, revient en pullback. Vous voyez le mouvement de pullback, on peut même le voir au niveau de l'indicateur technique. Donc le prix a cassé, revient en pullback et commence maintenant à bouger au-dessus de la zone de neutralité. Ici, c'est pareil, on a une divergence. Cassure, pullback et accélération au-dessus de la zone de neutralité. D'accord? Et vous allez voir souvent que le premier pied ou le premier point de la divergence atteint souvent la zone de surachat ou de survente. Atteint souvent la zone de surachat ou de survente. Le plus souvent, c'est ce qui arrive, c'est-à-dire que le premier atteint la zone de surachat. Ok, c'est pas obligatoire, mais souvent c'est le cas. Donc faites attention, lorsque le prix a atteint la zone de surachat ou de survente, soyez attentifs aux figures graphiques qui vont se former, c'est-à-dire les doubles top, les doubles bottom le plus souvent. Et voyez au niveau de ces doubles top ou de double bottom, est-ce qu'il y a une divergence? Et lorsqu'il y a une divergence, vous confirmez en voyant quelle est la figure en chandelier japonais qui s'est formée à ce niveau-là. Et on attend le mouvement de pullback, c'est-à-dire que le mouvement casse la ligne de coup, revient tester. Et maintenant, on peut prendre
on peut assurément dire que notre tendance s'est retournée. Donc, nous avons vu ce qu'on appelle les indicateurs oscillateurs. Maintenant, nous allons aborder un autre type d'indicateurs qu'on appelle les indicateurs de suivi de tendance ou des indicateurs de tendance. Les indicateurs de tendance, je vous le dis, il y a des milliers d'indicateurs sur le marché. Je me dis presque chaque jour, chacun crée son indicateur. Mais nous allons nous baser sur deux indicateurs et un seul indicateur pour la suivi de tendance qui sont les moyennes mobiles. Les moyennes mobiles sont très utilisées sur les marchés du Forex parce que ce sont des outils qui nous permettent en fait d'apprécier le consensus d'un coup d'œil. OK? Donc, il y a un certain comportement des moyennes mobiles qui nous permettent d'apprécier est-ce que la tendance est retournée, est-ce que la tendance est haussière, est-ce que la tendance est baissière. Moyenne mobile, nous allons constater que la moyenne mobile, c'est-à-dire que c'est déjà la moyenne, c'est quoi? C'est lorsque on a par exemple 10 éléments et on veut connaître 10 prix par exemple, OK? Et on veut connaître quel est le prix moyen. Si tu as 10 vendeurs qui vendent, peut-être lui, ils vont à 1,50, OK? Et lui, il vend à 1,20, lui, il vend à 1,3, lui, il vend à 1,7. Tu veux connaître quel est le prix moyen, tu prends juste le prix de chaque vendeur, de tous les vendeurs que tu as pris, oui, tu le mets au-dessus, tu les additionnes, et tu divises par le nombre de vendeurs ou le nombre de prix au-dessus, tu vas avoir quoi? Le prix moyen. Et c'est ce que cette ligne-là est créée par le calcul successif de ces moyennes-là. Et pourquoi on dit mobile? On dit moyenne mobile parce que ce calcul-là évolue à chaque fois qu'il y a un nouveau prix qui vient de se former. Qu'est-ce que j'appelle comme nouveau prix qui vient de se former? C'est-à-dire que à chaque fois qu'une bougie ferme, la moyenne est recalculée et il y a un nouveau point qui se fait. D'accord? Donc, en concernant les moyennes mobiles, on en a plusieurs. On a les moyennes mobiles simples, les moyennes mobiles exponentielles. On a d'autres types de moyennes mobiles. Mais ce que nous allons utiliser dans le cadre de notre formation, c'est ce qu'on appelle les moyennes mobiles exponentielles. En anglais, c'est Exponential Moving Average. Nous allons utiliser les moyennes mobiles exponentielles. Pourquoi les moyennes mobiles exponentielles? Parce que les moyennes mobiles exponentielles, comme son nom l'indique, quand vous voyez même sur les mathématiques, une courbe normale fait ça, une courbe exponentielle fait ça. Donc la courbe exponentielle, elle est plus rapide, c'est-à-dire qu'elle réagit plus vite au mouvement des marchés. Donc c'est-à-dire qu'il fait à peu près ce que font les marchés, donc plus rapidement que les moyennes mobiles simples. Donc ce qui nous permet de réagir aussi rapidement parce que l'indication que ces moyennes mobiles vont nous donner vont être des indications aussi rapides et qui vont répéter à peu près ce que le marché fait, contrairement aux moyennes mobiles simples. Donc, nous allons utiliser les moyennes mobiles. Donc, et les moyennes mobiles, c'est, comme je l'ai dit, ça fonctionne en termes de période. Quelle est la période que vous prenez en compte dans le calcul de votre moyenne mobile ou quel est le nombre de bougies que tu prends en compte dans le calcul de la moyenne mobile. Donc, par exemple, si vous prenez IMA, je vous l'ai dit, c'est Exponential Moving Average. Si vous prenez IMA 220, par exemple, ça veut dire qu'il y a 20 bougies qui sont prises en compte dans le calcul de cette moyenne mobile. Et si vous prenez IMA 200, ça veut dire qu'il y a 200 bougies qui sont prises en compte. IMA 800, ça veut dire qu'il y a 800 bougies qui sont prises en compte dans le calcul de cette moyenne mobile. IMA 13, ça veut dire qu'il y a 13 bougies. Il y a même IMA 2. Vous allez voir que IMA 2 va vraiment épouser le marché comme ça. Il va vraiment faire tout ce que le marché fait. OK. Donc, voilà un peu les moyennes mobiles que nous allons utiliser. Les moyennes mobiles, c'est une stratégie à part entière. Une stratégie à part entière. Ici, je vous donne juste une introduction aux moyennes mobiles et je vais vous montrer, lorsque nous allons aborder la stratégie de trading que je vais vous enseigner, comment utiliser efficacement les moyennes mobiles exponentielles. Donc, les indicateurs de tendance, le cas des moyennes mobiles,
Les moyennes mobiles, lorsqu'elles sont dans la bonne, elles sont utilisées de la bonne manière, nous permettent une lecture de la direction du marché par certains croisements. Il y a certains croisements que nous avons constatés au fil du temps qui annoncent souvent des retournements. Une lecture du momentum, c'est-à-dire de la tendance du marché. Donc, une fois que tu as constaté le croisement là en amont, tu sais que le mouvement est dans telle tendance ou telle tendance. Donc, je prends un exemple. Si le mouvement, le prix est en train de monter et qu'il y a une moyenne mobile qui vient croiser une autre, on peut dire que ce croisement-là est annonciatrice d'un retournement. Mais ce sont des moyennes mobiles avec des périodes bien précises. Ce n'est pas n'importe quelle période on prend pour dire que ça annonce un retournement. C'est des périodes étudiées qu'on a utilisées plusieurs fois et on a constaté que ça marche plutôt bien. Et je vais vous apprendre quelles sont les périodes, comment fixer les bonnes périodes ou qui sont annonciatrices de mouvements qu'on peut utiliser comme appréciateur de la tendance en cours. Les moyennes mobiles aussi nous permettent d'avoir des signaux d'entrée en position. Voilà pourquoi on utilise les moyennes mobiles exponentielles, parce qu'elles sont plus réactives au prix. Ça nous donne des entrées et des sorties en position. Ça nous donne aussi des points de support et de résistance. Vous allez constater que lorsque vous prenez une longue période dans le calcul des moyennes mobiles, le moyenne mobile va s'éloigner du prix, mais à un moment donné, il va venir au contact du prix. Par exemple, ici, vous voyez que la moyenne mobile 200, par exemple, celle-là, la moyenne mobile 200, celle-là, ça prend en compte 200 périodes. Donc, lorsque la moyenne mobile s'éloigne du prix et vient coller le prix à ce niveau-là, vous allez constater que ce niveau-là, si vous tracez une ligne horizontale ici, c'est quoi? Une résistance. Tac, 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 et ça repart à la baisse. C'est une résistance. Donc, ces moyennes mobiles-là, lorsqu'elles touchent le prix, ça nous permet aussi de trouver des points de support et de résistance. Vous voyez à quel point ces moyennes mobiles sont efficaces. Donc, elles nous permettent de trouver des supports et des résistances mobiles. Voilà pourquoi certaines personnes, tellement ils sont aguerris dans ce qu'ils font, tellement ils ont maîtrisé les moyennes mobiles, ils ne tracent plus les supports et les résistances parce que les moyennes mobiles font tout pour eux. Et enfin, les moyennes mobiles nous permettent d'avoir des take profits, c'est-à-dire des objectifs de prix. Encore un exemple, des objectifs de prix, c'est-à-dire, par exemple, je sais qu'il y a certaines moyennes mobiles précises qui me permettent d'apprécier les mouvements du marché. Donc, si je rentre en position, par exemple, ici, je constate qu'il y avait une configuration sur le japonais ici, et je suis rentré là. Quand mon mouvement baisse, je sais qu'il y a la 200 qui est très intéressante aussi, qui est souvent une moyenne mobile là où le prix se sert souvent comme support et résistance. Donc, quand le prix atteint 200, moi, je sors de position parce que je sais que une fois que le prix a atteint 200, le prix va peut-être réagir. Donc, quand je sors de position ou je reste en position pour voir comment le prix réagit à ce niveau-là. Donc, quand le prix atteint la moyenne mobile 200, je suis attentif pour voir qu'est-ce que le prix fait. Si le prix casse cette ligne moyenne mobile, je vois que la prochaine moyenne mobile forte, c'est la moyenne mobile 800. Donc, je suis attentif à ce que le prix va faire au niveau de la moyenne mobile 800. Donc, quand le prix baisse, ça baisse, ça baisse. Et quand ça vient toucher la moyenne mobile 800, il faut souvent être attentif. Quelle est la configuration en chandelier japonais qui se forme au niveau de ce contact-là? Vous allez voir ici, on a un avalement haussier qui s'est formé ici. Donc, quand on a ce contact-là au niveau de la moyenne mobile 800 et qu'on a un avalement haussier qui s'est formé, on doit être prudent parce qu'on sait que le prix va peut-être fortement réagir à ce niveau-là. Et vous voyez que le prix réagit fortement à ce niveau, même s'il repart à la baisse, mais le prix a réagi quand même. Voilà pourquoi on dit qu'on s'en sert comme take profit, comme objectif de trading. Et vous devez comprendre qu'en trading, les mouvements, et vous n'avez pas à avoir tous ces mouvements-là. Vous n'avez pas besoin de tout ça. OK? Si vous faites tout ça, vous faites que ça, c'est beaucoup. OK? Ça, là, on est l'euro-dollar, donc ça, là, c'est peut-être 30 pips ou 40 pips.
c'est beaucoup. Il y a certains qui font par exemple 200 pips le mois. Mais si toi, tu as seulement ce mouvement-là, tu as peut-être 40 pips ou 50 pips. Si tu fais ça 4 fois, tu as 200 pips dans la semaine, par exemple. Et c'est beaucoup. Voilà pourquoi je vais vous apprendre le day trading, parce que le day trading vous donne l'opportunité d'avoir de grosses quantités de pips, mais en peu de temps, avec la bonne stratégie que je vais vous apprendre. Donc voilà un peu le dernier élément qu'on nous dit que les moyennes mobiles nous servent de take profit. Donc pour finir, ce que nous allons utiliser comme... nous avons vu deux types d'indicateurs, les indicateurs oscillateurs ou de survente et de surachat. On a dit qu'elles sont bornées entre 0 et 100. Okay. Nous avons vu la zone de neutralité. Et on a dit que la zone de neutralité, dans une tendance haussière, elle nous sert de support. Okay. D'ailleurs, le prix va venir taper dessus souvent ici. Et dans une tendance baissière, elle va nous servir de résistance. Le prix va souvent venir taper ici. Et ces niveaux-là, lorsqu'elles coïncident avec un contact sur une ligne de tendance, par exemple, okay, lorsqu'elles coïncident avec le contact sur une ligne de tendance et on vérifie que la configuration sur les japonais qui est là, elle est bel et bien une configuration haussière, on peut dire que le prix peut repartir à la hausse et continuer la tendance baissière lorsque le prix évolue au-dessus de la zone de neutralité. Nous avons vu un dernier élément très puissant, c'est la notion de divergence. Et on a dit que la divergence, c'est simplement lorsque le prix est en contradiction avec l'indicateur, c'est-à-dire que l'indicateur est en train de monter, le prix est en train de continuer à baisser. On peut dire que l'indicateur est en train de donner une indication, une information sur le fait que le prix est susceptible de se retourner dans peu de temps. Et on a dit dans le cas des oscillateurs que ce n'est pas parce que le mouvement a atteint la zone de survente ou de surachat que le prix va se retourner. Ça veut simplement dire que le prix est trop monté pendant une longue période sans se reposer. Donc, il peut y avoir trois cas, soit une consolidation, soit un mouvement de correction, soit aussi un retournement. Donc, il faut plusieurs éléments pour nous permettre en fait de dire et de décider sur ce que nous allons faire, soit traiter le retournement, soit attendre que la correction se passe et continuer avec la tendance en cours. Et nous avons vu un deuxième type d'indicateur qu'on appelle les indicateurs de tendance. Et nous avons étudié le cas des moyennes mobiles. Nous allons approfondir les moyennes mobiles lorsque nous allons aborder la stratégie de trading. Et dans notre formation, l'indicateur qu'on va utiliser, c'est un indicateur complexe, c'est-à-dire que c'est l'association de plusieurs indicateurs qu'on appelle le TDI, Trader Dynamic Index. C'est ce que nous allons utiliser par la suite. Sur ce, je pense que cette leçon sur les indicateurs techniques, on est allé à l'essentiel, on a étudié des notions qui vont nous servir concrètement. Revoyez la vidéo plusieurs fois, lisez les slides pour pouvoir avoir à l'idée. Regardez la vidéo lentement, ok? Comprenez un peu les contextes. Dans la vidéo qui va suivre, nous allons faire une application de ce que nous avons vu depuis le début, ok? Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée et on se revoit à la prochaine séance. Bye.